édition spéciale, peut-être la fin de la guerre. On va le vivre en direct ensemble sur BFM TV, puisque peu après minuit, Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu total, accepté par les deux parties. Et il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant, Israël a en effet confirmé qu'ils acceptaient ce cessez-le-feu. Entre-temps, la nuit a été meurtrière. 9 morts côté iranien, 4 morts côté israélien. Nous serons en direct dans un instant du côté de Tel Aviv, à Jérusalem, mais aussi à Washington et à Téhéran. Sur ce plateau, avec moi, évidemment, comme d'habitude, Laurent Neumann, Stéphane Bureau, mais également Patrick Sauce, le chef du service international de BFM TV, et Maya Kadra, enseignante et journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Jean-Paul Paloméros, vous êtes avec nous, ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN. Non, pas du tout. Pas du tout. De l'armée de l'air. Chef d'état-major de l'armée de l'air et commandeur suprême de l'OTAN pour la transformation. Et commandeur suprême de l'OTAN pour la transformation. Merci de votre précision. Les fiches ne sont pas à jour. Et Michel Fayad, vous êtes, donc j'ose pas le dire, mais vous êtes analyste géopolitique. Vrai. Vous êtes enseignant en géopolitique du pétrole et du gaz à l'IFP. On est bon, l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables. Cette annonce, donc, cette nuit de Donald Trump, et là je voudrais voir avec vous, Patrick Sauce, à l'instant, c'est confirmé, les deux parties acceptent. Oui, en fait, pendant toute la nuit, au début de la matinée sur BFM TV, on a pensé à un bluff, on a pensé à vraiment une communication très Trumpesque, notamment parce qu'on a vu sur son réseau social que Donald Trump, à la fois balancé ça, il n'y a pas d'autre mot, pardon pour cette trivialité, mais un cessez-le-feu qui paraissait totalement unilatéral vu de Washington, avec force photo, intelligence artificielle, c'était le meilleur prix Nobel de la paix. Silence radio du côté des Israéliens. Les Iraniens avaient dit bon, nous avons imposé ce cessez-le-feu à Israël, mais en même temps, on ne le respectera que si les autres arrêtent leur frappe. Et puis le chrono s'est enclenché, ou en tout cas le compte à rebours, jusqu'à 6 heures, heure française. Et à 5h50, on avait encore des tirs qui partaient de l'Iran, qui sont arrivés sur le territoire israélien. On va y aller dans quelques instants, mais ça a été une nuit extrêmement violente. Et puis, à un moment, sur les coups de 8h20, 8h15, heure de Paris, eh bien ça y est, Israël est sorti de son silence. Le gouvernement a dit, nous avons rempli tous nos objectifs, c'est donc la fin de la guerre. Ce n'est pas encore la paix, et grosso modo, ça n'était pas du tout un coup de bluff de la part de Donald Trump. Il a bien eu les uns et les autres au téléphone, et il va donc arriver en grand triomphateur ce soir à 19h à Amsterdam, puis à La Haye, pour le sommet de l'OTAN. Pour le sommet de l'OTAN, on décryptera ça avec vous, Jean-Paul Paloméros, dans un instant, mais partons tout de suite en Israël. Retrouvez Anne-Laure Banz. Bonjour Anne-Laure. Anne-Laure, vous êtes notre envoyée spéciale à Tel Aviv. On voit ces images en direct des recherches des secouristes, alors que des bombardements iraniens ont fait 4 morts cette nuit. Oui, Patrick l'a dit, ce fut une nuit extrêmement violente ici en Israël parce que jusqu'à la dernière minute avant le début du cessez-le-feu, les Iraniens ont lancé plusieurs attaques au-dessus de l'État hébreu, 6 salves de missiles avec 5 missiles balistiques lancés à chaque fois. Alors les Israéliens étaient prévenus en amont, il faut se mettre à l'abri, mais à Beersheva, alors que le dôme de fer a fonctionné à plein régime, un missile balistique a impacté directement, a frappé directement un immeuble résidentiel au 6e étage, provoquant la mort de 4 personnes. Alors selon les premières informations de la Magen David Adom, c'est-à-dire les services de secours israéliens, ces 4 personnes se trouvaient dans leur mamad, c'est-à-dire dans leur abri blindé. Ce sont des abris qui sont bien construits pour résister au souffle de l'explosion, mais n'ont pas un impact direct. Sur place, les secouristes continuent de fouiller les décombres de cet immeuble découpé en deux pour retrouver de potentielles victimes. 20 autres personnes ont été blessées. Les secours continuent. Au total, ce sont près d'une quinzaine de missiles qui ont été envoyés au-dessus de l'État hébreu avant le début officiel du cessez-le-feu à 7h, heure israélienne. À 7h, heure israélienne, avec une heure de décalage en effet avec la France. Merci beaucoup Anne-Laure Banz. Anne-Laure, vous êtes avec Julie Roser, donc envoyée spéciale à Tel Aviv. Ces images que l'on continue à voir en direct de cette banlieue donc sud de Tel Aviv où ces
ces impacts ont été d'une telle violence que même dans les abris, c'est ce que nous précisait Anne Lorbans, ces 4 personnes ont donc été tuées. Je vous montrerai dans un instant également les images du moment même où le missile touche le sol. Ces images, vous allez les découvrir sur BFM TV. Ça, c'est vraiment l'image... c'est très court, mais je voudrais qu'on la revoie. Parce que regardez bien, concentrez-vous. Vous allez voir l'instant même, et il faut voir la force avec laquelle... Donc, c'est un missile iranien qui touche la banlieue sud de Tel Aviv. Regardez, le missile qui arrive, et c'est filmé donc depuis Tel Aviv. C'est juste pour qu'on comprenne, parce que souvent, ce moment-là, on ne le voit pas. On voit éventuellement dans le ciel le moment où le dôme de fer réussit à les intercepter. Je veux dire, Pauline, en fait, tant qu'on n'a pas vu ça, on se dit toujours, pour avoir couvert un certain nombre de pays en guerre, vous dites, je vais entendre un sifflement et puis on va la voir arriver, notamment dans un ciel bleu. Pas du tout. Quand on voit ça se passe comme ça, c'est un missile balistique, donc c'est la force de la pesanteur qui fait que ça retombe en général. Ça arrive à 10 fois la vitesse du son quand même, donc c'est pas étonnant qu'on ait du mal à en voir le pacte. C'est un exploit d'avoir saisi ce moment. Mais parce que souvent, effectivement, on a eu l'impression ces derniers jours, on a pu vivre d'ailleurs en direct, parfois avec certains de nos envoyés spéciaux, ce moment où les Israéliens reçoivent leur alerte, où ils descendent, on a l'impression que tout ça est sous contrôle. Quand on voit l'image de ce bombardement, on comprend mieux. Oui, mais c'est sous contrôle dans la mesure où ils ont l'anticipation, ils ont une détection très lointaine. Donc tout ça est bien cadré. Après, le moment où le missile tombe, évidemment, là, il est plus temps de faire quoi que ce soit. Général, il y a une différence entre le cessez-le-feu et la paix. Oui. Ce n'est que la première étape, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement ce qui s'est joué cette nuit ? Je crois qu'on arrive au bout d'un processus. D'un côté, on a les Israéliens qui sans doute estiment avoir atteint le but final recherché, affaiblir très sensiblement l'Iran dans ses capacités militaires, et en particulier balistiques, et une atteinte profonde, mais non prouvable à ce stade des capacités d'emploi du nucléaire de l'Iran. Et c'est ça qui est un peu troublant, c'est que ce soit le président Trump ou les Israéliens semblent aujourd'hui se contenter d'une première approximation sur l'effet des frappes sur Fordo ce matin, sur Isfahan, et en particulier sur Fordo. Ils disent nous avons atteint nos objectifs. Très bien. Or, ce que vous nous dites ce matin, Général, c'est que on n'en a pas la preuve. Non, même eux, et on l'aura peut-être même. J'ai du mal à penser qu'ils en aient la preuve. Ils avaient annoncé ce qui était raisonnable à peu près une semaine, pour différentes raisons techniques qui sont parfois assez confidentielles. Mais voilà, ils estiment que c'est l'heure. La pression évidemment américaine, qui est le pourvoyeur des Israéliens et qui soutient cette guerre, évidemment, elle est là. De l'autre côté, les Iraniens sont à bout de souffle. Donc elle arrive à point, cette trêve. Est-ce que ce qui a dicté en effet ce timing, ce n'est pas aussi ce sommet de l'OTAN? On y reviendra avec vous dans un instant, Michel Fayad, sur le volet diplomatique, mais je voudrais quand même qu'on parte tout de suite à Jérusalem parce qu'on l'apprend à l'instant, le bilan est revu à la hausse. Ce sont donc 5 morts qui sont à déplorer, 5 morts à Be'er Sheva, donc dans la banlieue sud de Tel Aviv. À Jérusalem, où vous vous trouvez, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Je voulais voir aussi avec vous la manière dont les Israéliens réagissent ce matin à l'annonce du cessez-le-feu. Alors, il y a d'abord au niveau de la population un véritable soulagement, car cette nuit encore, les Israéliens ont passé plusieurs minutes, voire à l'époque d'une heure, dans les abris, et cela dure depuis maintenant 10 jours. Il y a donc une véritable lassitude et aussi une peur devant les images que l'on voit, comme ce bombardement à Be'er Sheva qui fait 4 morts. Au niveau politique, comme le disait le général, il y a une réelle satisfaction d'avoir atteint des objectifs, d'avoir pu viser directement les installations nucléaires iraniennes. Alors bien sûr, l'évaluation est en cours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ouvertement, mais les Israéliens considèrent que l'Iran a reculé de plusieurs années son objectif d'obtenir l'arme nucléaire, et surtout, et c'est sans doute le plus important, le régime est extrêmement fragilisé. Il a été frappé en son cœur, il a montré sa vulnérabilité. Et l'espoir ici du côté israélien, c'est que maintenant les Iraniens
prennent leur destin en main et rendent même ce régime. Stéphane Amar, on vous retrouvera évidemment en direct tout à l'heure aussi de Jérusalem parce que Benjamin Netanyahou dit qu'il va prendre la parole. Benjamin Netanyahou qui a donc annoncé accepter ce cessez-le-feu. Je voudrais aussi comprendre le timing. Michel Fayad, on le disait, dans quelques heures ce soir, les membres de l'OTAN vont se réunir à La Haye pour ce conseil de l'OTAN. Donald Trump avait évidemment ce timing en tête en se disant sans doute qu'il avait intérêt à arriver à La Haye avec cette victoire obtenue, le cessez-le-feu. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que moi, à mon sens, c'est vraiment une décision américaine d'arriver à ce cessez-le-feu. Je ne crois pas du tout que les Israéliens voulaient s'arrêter là où ça s'arrête. Parce que, rappelons-nous, hier soir encore, sur toutes les chaînes d'information en France, le colonel Rafovitch passait et disait que les objectifs... Le porte-parole de Tsahal. Oui, comme quoi les objectifs ne sont pas encore atteints. Donc ça ne peut pas être possible que une heure après ou 30 minutes après, d'un coup, Il y a eu une seule cesser le campagne feu. de frappe après les déclarations du colonel Rafovitch. Voilà, alors qu'il venait de dire que les objectifs n'avaient pas encore été atteints, qu'il fallait encore poursuivre. Enfin, c'est clairement... Est-ce que ça peut même vouloir dire, Maya Kadra, qu'au fond, presque Donald Trump a décidé tout seul, a annoncé Il a ce imposé. cessez-le-feu, et que derrière, ils ont été obligés d'accepter, quoi. Oui, évidemment, quand il a parlé déjà de la guerre de 12 jours, c'est qu'il a mis des bornes temporelles à la guerre. Un début le 13, une fin le 24. Et donc déjà, il impose une certaine forme de solution qui n'est pas diplomatique, mais un cessez-le-feu très irréaliste en fait. Parce que pour parler de cessez-le-feu, encore faut-il qu'il y ait les conditions de ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, il y a une frustration israélienne, parce que comme l'a dit Michel, en fait, les objectifs n'auraient pas été atteints. Et du côté iranien, il y a une récupération, une forme de propagande aussi. Et j'ai vu aujourd'hui l'image qu'ils ont diffusée, les gardiens de la Révolution. Nous avons eu le dernier mot, on a tiré la dernière balle. C'est-à-dire que c'est une forme de récupération sous forme de triomphe. Ils réclament une forme de victoire, les Iraniens, même s'ils sont affaiblis. Et ce cessez-le-feu parachuté, pour moi, ne va pas durer. Alors, il ne va pas durer. Je ne pense pas, il n'est pas viable, d'autant plus qu'Israël a déjà exprimé son droit, ou bien elle se réserve le droit de riposter en cas de violation de ce cessez-le-feu. Et encore, il y a un point très important, ce n'est pas un cessez-le-feu qui ressemble aux autres cessez-le-feu pendant cette longue guerre, à savoir par exemple le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, qui est géré et surveillé par un comité de pilotage américano-israélien, libanais, avec des conditions bien définies. C'est un cessez-le-feu qui est rédigé. Aujourd'hui, on a un cessez-le-feu médiatique imposé, où l'on parle aussi de paix, amour et prospérité entre les deux peuples, ce qui se contredit complètement avec tout ce à quoi on a assisté les derniers jours. Stéphane. Mais en fait, il faut voir que si un cessez-le-feu, on est très loin de la paix. Le 22 octobre 2023, Israël n'était pas en paix avec ses voisins. On l'a vu, c'est une guerre larvée et c'est une nouvelle étape de cette guerre larvée qu'on est en train de négocier. Et il est évident que le président a dû peser très lourd dans l'équation parce qu'il veut, encore une fois, se définir comme un faiseur de paix et parce qu'on parle souvent de la capacité diminuée des Iraniens à frapper. Mais il faut voir que du côté israélien, on arrivait au bout des munitions aussi. Donc, le président a beau jeu de dire, écoutez, des missiles Arrow pour votre dôme, oui, mais il faudra nous écouter. À terme, je pense que Maya a parfaitement raison. Les Israéliens seront toujours souverains, ne délégueront pas à Donald Trump le soin d'assurer leur sécurité, mais à très court terme, il faut avoir les munitions pour être capable de se mettre à l'abri. On va précisément partir tout de suite à Washington parce que Jeanne Daudet, vous êtes en direct sur place, notre envoyé spécial BFM TV à Washington. Il y a eu une certaine confusion sur effectivement la manière dont cette décision et cette annonce de cessez-le-feu avait été prise. Est-ce que ça a été pris en coordination avec les uns et les autres? Est-ce que c'est imposé par Washington? Pas d'informations à ce sujet à l'heure où l'on se parle. Ce qui est certain, c'est que l'annonce de Donald Trump via son réseau social Truth Social a pris tout le monde ici par surprise lorsqu'il a annoncé ce cessez-le-feu hier soir
en précisant les modalités par la suite dans ce long post. Et depuis, effectivement, ici sur les chaînes américaines, ça tourne en boucle, vous l'imaginez bien. Tout le monde cherche à savoir ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est dit, comment cela a été conclu. Ce qu'on sait, en tout cas, ce que disent certaines sources bien renseignées de la Maison-Blanche aux médias américains, c'est qu'a priori, Donald Trump, lui, s'est occupé de parler au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour sceller cet accord, quand son vice-président, J.D. Vance, avec ses équipes, s'est occupé, grâce au Qatar notamment, qui a joué le rôle de médiateur, du côté iranien. Voilà donc pour les modalités et un peu les coulisses de ce qui s'est passé. Visiblement, il y a eu beaucoup de coups de fil qui ont été passés depuis la Maison-Blanche toute cette journée d'hier, qui ont conduit à cet accord. Et depuis, Donald Trump n'en finit plus de poster des messages, toujours sur le réseau Truth Social, pour se poser un peu en sauveur du Moyen-Orient, avec cette photo notamment où il est en noir et blanc, le sourcil froncé et ce mot « peace » derrière lui en lettres capitales, et lettres capitales qu'il affectionne particulièrement, Donald Trump. Vous l'imaginez bien. Et puis ce long message où justement il expliquait que Israël et l'Iran étaient venus me voir presque simultanément et m'ont dit paix. Vous voyez donc les mots de Donald Trump, lui, qui s'envole dans quelques heures maintenant vers l'Europe et vers le sommet de l'OTAN. Merci beaucoup, Jeanne. Jeanne Daudet en direct de Washington. De Washington, on va partir directement à Téhéran. À Téhéran, où l'on retrouve Saviosh Ghazi. Saviosh Ghazi, vous êtes le correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Comment on réagit à Téhéran à cette annonce de cessez-le-feu? Alors à Téhéran, depuis 3 heures, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il n'y a plus de frappe israélienne. D'ailleurs, depuis 6 heures maintenant, il n'y a plus de frappe israélienne. Téhéran, en quelque sorte, crie victoire, affirme que, selon les termes qui ont été employés par la télévision d'État, que c'est l'Iran qui a imposé le cessez-le-feu aux Israéliens et a imposé la défaite à l'État hébreu, qui cherchait encore hier à un changement de régime avec des frappes très importantes sur de nombreuses cibles militaires à Téhéran, mais aussi d'autres cibles, par exemple la prison d'Evin ou un bâtiment du croissant vert iranien, avec des civils qui ont été tués. Les frappes israéliennes ont continué jusqu'à 3 heures du matin, il y a maintenant plus de 6 heures. C'est pour Téhéran, c'est pour les autorités iraniennes, l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, qui a été une surprise pour tout le monde, est un succès, et aussi parce que l'Iran a décidé d'avoir la main haute en lançant des missiles jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 7h30 heure de Téhéran, 6h heure de Paris, pour montrer à sa population, mais aussi, par exemple, aux populations des pays de la région, que c'est l'Iran qui a donné les derniers coups avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette bataille de communication est très importante pour les Iraniens, même si beaucoup de questions restent en suspens. Est-ce que c'est juste un répit pour Israël et les États-Unis pour reprendre des attaques dans quelques jours ou dans quelques semaines? Le ciel iranien est contrôlé par l'aviation israélienne, bien sûr, comme on a pu le voir ces 12 derniers jours. Mais d'autres questions, par exemple, que va devenir le stock d'uranium enrichi en Iran, qui est resté sur place, 9 tonnes d'uranium enrichi, dont 400 kg enrichi à 60%. Que va devenir le programme d'enrichissement d'uranium de Téhéran, un programme que l'Iran doit continuer? Est-ce qu'on va retourner à la table des négociations avec les États-Unis? Ce sont des questions qui restent en suspens, et donc même si le cessez-le-feu est respecté, il y a beaucoup de questions qui doivent être réglées dans les prochains jours et les prochaines semaines, notamment un retour aux discussions avec les Américains. Merci Saviosh Ghazi, en direct de Téhéran. Merci pour la précision aussi de votre commentaire. J'entendais dans les mots de Saviosh à l'instant, il précisait lorsqu'il citait la position iranienne, selon les termes de la télévision d'État. Et donc, en effet, dans cette bataille qui se joue, il y a aussi l'idée d'avoir eu le dernier mot, d'avoir eu le dernier missile, la dernière salve. Je voudrais quand même comprendre bien avec vous, Général Paloméros, ce que sont les dispositifs de cessez-le-feu. Lorsqu'Israël dit « nous répondrons avec une extrême », le mot exact d'Israël, c'est « nous réagirons avec une force à toute violation de cessez-le-feu ». Qu'est-ce qui définit un cessez-le-feu et qu'est-ce qui pourrait définir une violation de cessez-le-feu? Tout dépend des causes qui ont créé cet engagement militaire.
Et là, typiquement, c'est Israël qui a, pour des raisons qu'on peut estimer légitimes, qui a décidé qu'il était temps de stopper l'Iran dans l'acquisition de ses missiles et, avec l'accord des Américains, dans son arsenal nucléaire. Donc, on voit bien que le parallèle, le pendant d'un véritable cessez-le-feu, c'est estimer que l'Iran n'a plus les moyens de frapper Israël, n'a plus le potentiel, et visiblement Israël n'est pas arrivé à cette conclusion-là. C'est là qu'il y aura une frustration. Qu'est-ce qui peut maintenant, alors ça c'est sur le plan conventionnel, qu'est-ce qui peut déclencher de nouvelles frappes d'Israël? Ils pourront peut-être trouver des événements particuliers, mais ce n'est pas l'Iran qui va le faire. L'Iran n'a aucune raison de redéclencher une guerre qu'il n'a pas voulu. Alors maintenant, sur le plan nucléaire, il y a un point extrêmement important, c'est que l'Iran est en train progressivement de faire voter une loi au Parlement pour se désengager de ses obligations au titre du traité de non-prolifération, c'est-à-dire d'interdire, quelque part, peut-être pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, aux inspecteurs de l'AIEA d'inspecter sur son sol. Et ça, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est en gros le travail de l'AIEA qui a conduit la communauté internationale, Israël et les États-Unis, c'est-à-dire on ne peut pas laisser 400 kilos d'uranium enrichi se promener comme ça, il faut arrêter les frais. Donc, si l'Iran se dégage du TNP, en fait, ça deviendra, il y avait une forme, eh bien, ça deviendra encore plus dangereux. Il y avait une forme de duplicité Absolument. de la part de l'Iran. D'un côté, dire regardez, on joue le jeu, on fait venir un certain nombre d'inspecteurs, et dans le même temps, on comprend bien qu'en ayant enterré si profondément. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas ostensiblement sortir du traité de non-prolifération nucléaire en disant nous, on est les bons soldats, on est les bons élèves. Sauf qu'en même temps, ils enrichissaient l'uranium. Alors ça, c'est le volet aussi diplomatique. Et moi, je voudrais quand même comprendre une chose. C'est aussi cet aspect, Michel Fayad, d'une sorte de duplicité de la diplomatie. C'est-à-dire que ceux qui continuent à dire aujourd'hui, mais il y avait une voie pour la diplomatie, etc., on se rend bien compte que en façade, oui, il y avait une voie pour la diplomatie, puisqu'en façade, l'Iran était toujours membre de ce traité. En façade, l'Iran acceptait toujours que des inspecteurs de l'AIEA viennent, mais on se rend compte qu'il y avait sans doute des paravents, c'est-à-dire qu'ils voyaient, mais pas tout. Est-ce qu'une partie de la diplomatie s'est fait duper dans cette histoire ? C'est évident, mais en fait, pour comprendre cela, il faut comprendre l'idéologie khomeiniste, c'est-à-dire que l'idéologie khomeiniste s'appuie sur des préceptes islamiques qui sont très clairs. Par exemple, l'accord sur le nucléaire était un accord qui suspendait le développement du nucléaire pendant 10 ans. Or, ça suit un précepte islamique qu'on appelle la Hudna, H-U-D-N-A, qui dit qu'en fait, on fait un accord de trêve qui dure que 10 ans. Et en fait, il y a un exemple de trêve qui a été fait par Mahomet lui-même, qui était le traité de Hudaybiya, qui était d'ailleurs avec les Juifs, et qu'il a trahi au bout de 2 ans. Et donc, en réalité, on a bien vu que les Iraniens ont continué à enrichir leur uranium. Et vous parliez tout à l'heure justement du rapport de l'AIEA. Et ce qui est intéressant à voir dans le rapport de l'AIEA, c'est qu'il y a un des sites qui n'a pas pu être visité depuis 2021. Comment on a pu accéder, pardon, mais là j'aimerais comprendre. Et 2021, le fameux 4e site secret. Oui, et il y a un autre endroit où on a pu voir des particules à plus de 80% d'enrichissement. C'est Fordo, à 83,7. Absolument. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que Netanyahou, il y a 2 jours, a déclaré qu'il y avait qu'une partie du stock d'uranium enrichi a peut-être été déplacée. Et on avait vu des camions et tout ça. Et la question, la question qu'on devrait s'interroger, c'est que Fordo est à 35 km de Qom. Et Qom, c'est l'une des plus grandes villes religieuses et saintes pour l'islam chiite. Et donc, le piège qui peut être tendu aux Américains et aux Israéliens, c'est que les gardiens de la révolution islamique aient transféré ce stock d'uranium enrichi vers Qom, pour que si jamais les Américains et les Israéliens décident à nouveau de frapper et frapper massivement, eh bien ils frappent sur une ville sainte et provoquent du coup une union de tous les chiites, alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui dans le monde entier, et appellent à un djihad mondial. C'est-à-dire, juste pour être clair, Sistani en Irak, qui est la plus haute autorité chiite au monde, d'un point de vue religieux je parle, est contre Ali Khamenei en Iran. Mais si jamais Qom venait à être attaqué,
Si Vous ça le devient verrez une ville- s'allier à lui. Si ça devient une ville martyre, alors Absolument. évidemment, il y aura un soulèvement. C'est très très intéressant ce point que vous précisez ce matin sur ce Eh oui, piège, là oui. en quelque sorte, qui pourrait être tendu aux Américains et aux Israéliens. On se retrouve dans un instant. À l'instant, sachez Bon, on va que aller à de l'armée suite. Quand ça israélienne reprend, je précise vous remets. qu'elle estime que le danger persiste malgré l'accord de cessez-le-feu. Nous serons sur le terrain juste après cette pause.